Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 avec notre invité, professeur Laurent Carilla. Et il est possible d'ailleurs que Laurent Carilla, psychiatre de son état, ait vu Anatomie d'une chute. C'est un formidable comme film. Ça ne m'étonne pas que vous l'ayez vu avec l'œil du psychiatre. Je le recommande. C'est toujours difficile de recevoir un psychiatre parce qu'on se dit... Qu'est-ce qu'il va Oui, je peux tous vous analyser. psychiatriser. Et voilà, il va tous nous comprendre alors que nous-mêmes, on se comprend nous dévoiler pas des choses. Depuis des années. Mais est-ce que je me comprends moi-même? On ne sait pas. Mais bon, vous connaissez par exemple monsieur... Bonjour. Alors l'addiction, c'est un sujet absolument passionnant. Oui. Passionnant. Et vous dites la première question que vous posent vos patients et vos patientes, c'est « Docteur, est-ce que je suis addict ou pas ?» Ouais, c'est de plus en plus ça, parce que c'est un vrai phénomène, l'addiction, c'est une vraie maladie, c'est une maladie chronique. Il y a des gens qui souffrent authentiquement, il y a l'entourage qui souffre aussi, qui ne sait pas comment faire. Vous voyez, c'est plus qu'une pathologie, qu'une maladie liée à une drogue ou à de l'alcool ou à un comportement. C'est quelque chose d'environnemental, de sociétal, de psychologique, de psychiatrique, de physique. Donc c'est une vraie question que les gens se posent. Et les gens maintenant vont sur Internet et se disent « Je crois que je consomme excessivement ce truc, je vais regarder sur Internet si je ne suis pas addict ». Mais après, ils viennent en consultation et on évalue les choses. Alors, est-ce qu'on sait le nombre de gens qui souffrent d'une addiction en France, toute catégorie ? Globalement, enfin sur... Addiction en France, non, on ne sait pas précisément, mais on a des chiffres de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives sur l'alcool, sur le cannabis, sur la cocaïne, etc. Par exemple, il y a 22% de buveurs excessifs en France. C'est beaucoup. On aime beaucoup l'alcool en France et il y a des gens qui sont addicts. C'est la première addiction peut-être Je dirais il y a le tabac quand même qui est très très en avant. Le tabac, c'est très addictif. Mais ça, ils le savent, les gens. S'ils sont addicts au tabac, ils n'ont pas besoin de vous poser la question. Quelqu'un qui fume, par exemple, un paquet de cigarettes depuis 25 ans, il sait bien qu'il est addict. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui va regarder, par exemple, la sexualité en ligne sur Internet. Et on va lui dire tu vois trop de sexualité en ligne. Il va se dire mais peut-être je suis addict alors à cette sexualité en ligne. Donc on les voit en consultation ces gens-là et on fait le tri en fait finalement. Et ce livre en fait c'est la base, c'est tous nos comportements de base, tout ce qu'on fait dans la vie. Quel est le risque de basculer? Et vous listez les 5 facteurs à l'origine de l'addiction. Ouais. Alors il y a le développement personnel, il y a le cerveau, les facteurs génétiques, les traits de personnalité, il y a l'environnement et ça. Et ça c'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on est à NAIT potentiellement avec des addictions et c'est génétique, et d'une certaine manière ça voudrait dire qu'on n'y peut rien, c'est la fatalité, ou est-ce que on le devient parce qu'on a été élevé avec un environnement, que sais-je. Sans doute, c'est toujours difficile de répondre à ces questions, j'imagine. Je peux répondre, parce que si vous voulez, la maladie addictive, c'est une maladie chronique avec justement ces 5 facteurs que vous avez cités. C'est-à-dire que pour être addict, il faut que ces 5 facteurs soient présents. Et donc la génétique, c'est un des 5 facteurs. Et faut que les 5 soient présents. Ouais, qu'ils soient présents, il y a quelque chose de déséquilibré sur notre développement personnel, notre puberté, etc., notre environnement. La génétique, c'est un facteur, ça explique 40 à 70% du problème, donc ça explique pas tout, et c'est un facteur de risque supplémentaire. C'est-à-dire que si dans votre famille, il y a des gens addicts, vous pouvez avoir un risque d'être addict, mais c'est pas obligé que vous soyez addict. Mais si vous avez ces 5 facteurs-là, développement psychologique, environnement, le cerveau et la génétique sont déséquilibrés, là vous risquez d'être addict. Alors quand vous êtes entré dans ce studio, moi j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir aucune addiction. Et puis en réfléchissant, je me dis mais je suis peut-être addict au travail. C'est possible. Vous avez un super questionnaire dans le livre. Parce que moi j'aime bien travailler, je suis souvent... On peut évaluer les choses. C'est-à-dire qu'il y a la question de la quantité de travail, il y a la question de le retentissement au niveau de mon couple, au niveau de la famille. Il y a la question aussi de est-ce que je cours après le travail et je suis jamais satisfait. Vous voyez, tous ces éléments. Est-ce que j'arrive à gérer la pression au travail? Est-ce que je prends du plaisir à travailler? J'arrive à gérer la pression. Mais je veux dire, nous on fait un travail particulier puisque ce travail est lié quand même à un plaisir. Par exemple, vous arrivez dans ce studio, on se connaît pas, on va poser des questions, c'est intéressant ce que vous nous dites, l'auditeur écoute, etc. Il y a beaucoup de plaisir. C'est pas le mot travail, je ne sais pas s'il est adapté. Alors, j'ai pas l'impression d'aller travailler, c'est sûr. Vous kiffez ce que vous faites. Ah, mais j'adore, c'est une passion. C'est une chance. C'est un point important. Il y a des éléments qu'on appelle l'hypertravail. Donc l'hypertravail, c'est je travaille beaucoup. Ma passion du travail qui est positive. Ces éléments-là vont contre une addiction au travail. Bon, est-ce qu'on marque une première pause DJ Fab. Est-ce que vous-même, vous avez une petite tendance, Fabrice Lavie? Je ne veux pas travailler.
Vous auriez pu mettre du hard rock. Ah, vous aimez le hard rock? Ah ouais, moi je suis fan de Ah ça. bah oui, regardez. Ah oui. Kiss, non Regardez Ah oui, son avec maillot. Kiss, bien sûr. Ah bah j'avais vu, hein, j'ai repéré. Hein. Mais Kiss est toujours... ils se sont séparés, Kiss. Non, pas du tout. Ils viennent de faire. Ils ont 50 ans de carrière Bah et oui. ils ont fait leurs 2 derniers concerts. Parce que vous êtes plus jeune que moi, et moi j'avais 15 ans. Bah, Ça date de 78 ou 79, 79. ça. Et ils étaient maquillés. Ouais, et tout. ouais. Ça Et ils faisait- ont fait leurs 2 dernières dates en décembre dernier à New Ça York. faisait peur à nos parents dans les Il y a eu un écoles. reportage sur eux il n'y a pas longtemps. Ouais, Sur Kiss Arte. Story. Ouais, c'est ça. Dans les écoles catholiques dans Ah ouais, lesquelles je sais pas, j'étais. moi je suis plutôt. voilà. Remarquez, moi je suis plutôt. C'était plutôt les écoles juives à Sarcelles, mais pareil. J'étais Bon. un peu moi l'électron libre. Bon, ça faisait ça, voilà, ça faisait ça. Bon, on va évidemment parler alors du sucre, de la caféine, de l'alcool, bien sûr, et puis peut-être surtout trouver des solutions, parce que est-ce que c'est le sevrage immédiat ou est-ce que c'est progressif? Toutes les questions, j'imagine, que les gens vous posent Tout à fait. quand ils viennent vous voir. Oui. Oui, quoi? Non, oui, Tu je suis dis d'accord oui avec comme ça. vous. Oui, quoi? Vous voulez qu'on marque une pause? Vous voulez Non, dire pas du quelque tout. chose? Oui, j'allais faire une annonce. Ah non, je voulais antenne, c'est demander, pour ça. d'ailleurs, j'avais failli poser une question. Est-ce que vous avez, Fabrice, est-ce que vous êtes soumis à une addiction? Oui, le football. Non, mais sérieusement. Non, de regarder des matchs, de suivre une équipe et. Mais vous êtes passionné. Ça, c'est Voilà, passionné. ça. J'en parle dans le livre. Mais par exemple, ça, c'est pas. Addiction positive. J'en une parle dans le addiction. livre. Ah bah vous voyez, il y a au moins quelque chose de positif. Ah bah chez moi, oui, au moins ça. Cher Fabrice. Merci. Bon, J'ai bien quelques addictions en tête du côté de Fabrice, mais je les donnerai Oh là. pas. Ah, Non, secret non, je ne médical. les donnerai pas. Non, non, Secret non. médical. Non, non, oui, exactement. bon. À tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec Elisabeth Assayag. La France bouge de 20h à 21h. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'écriture manuscrite, Elisabeth Assayag reçoit Henri Nicolo, directeur général de BIC France. 20h, 21h, la France bouge sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Ah, on sera avec Sylvie Vartan, lundi. Ouais, oui, c'est beau. Florian Carassoumaillan a travaillé, oui. Il a, oui. Quel Il est a le programmé. rapport avec Florian Carassoumaillan? Bah, c'est lui qui a dit Sylvie Vartan. Ah. Mais vous savez un petit peu ce qu'il fait dans cette émission? Mais Vous connaissez un petit peu les évidemment. rôles de Mais- chacun mais- ouais. évidemment. Non, vous nous remettez? Oui. Mais, n'est-ce pas Madame Boubou qui est là? Ah, oui, c'est Élise. Parce que Je le suis jour là. où vous étiez malade, Oui. c'était elle qui vous avait Mais non je pas vous sais. remplacé, parce qu'on vous remplace pas, mais qui avait non, mais- succédé. Mais bien sûr, Exactement. et avec brio, oui. Non, mais Avec elle, qui? elle est super, bien sûr. Bon, on a une question pour notre ami On est avec Laurent Vincent, Carilla. l'auditeur. Exactement, Oui, oui. docteur. Addict ou pas, c'est chez Harper Collins. Déjouer les addictions, conserver le plaisir. C'est un sujet passionnant. Et Merci. on est avec qui? Avec Vincent. Non, bah moi, bon. Oui, l'auditeur Vincent. Parce Bah, moi, c'est marqué Fabrice. Non, Fabrice, mais, c'est le réalisateur. Là, on est avec Vincent. Ah, je crains le pire. D'accord. Bon, alors Vincent. Ah oui, effectivement. Oui, Il y a des Excusez-moi. addictions partout. mais là, Vincent, c'est le- bonjour Vincent. Est-ce que vous Oui, avez une bonjour. addiction? Une addiction, oui, je l'ai. Effectivement, je l'ai au tabac depuis très 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 longtemps. Quel âge vous avez? J'ai 53 ans, Vous fumez depuis quel âge? 14 ans. Ah oui, effectivement, ça fait 40 ans. Est-ce que vous avez tenté d'arrêter? Oula. Oui, oui. Les tentatives, je les compte plus. Par tous les moyens possibles. Ça peut Est-ce être- que vous avez, parfois vous vous êtes arrêté pendant 1 mois, 2 mois, que sais-je? Non, Jamais. non. Donc quand Le vous êtes maximum, arrêté, à ma c'est- connaissance, le maximum, on était sur 5-6 jours. Et vous fumez combien de cigarettes par jour? Là, actuellement, le minimum, c'est 2 paquets de 25 quotidiennement. 2 paquets de 50 25? jours. Vous fumez Ouais, mais ça, 50 c'est- cigarettes par jour? C'est une moyenne. Oh, c'est beau. Ça peut être plus, ça peut être un peu Mais moins. vous êtes bon, Pascal. Hein, je vais vous prendre comme co-thérapeute. Hein. Pourquoi? Bah, vous posez les bonnes questions, vous ciblez les choses. Ah bah voilà. C'est bon, hein, vous êtes bon. Bah écoutez, je vais vous laisser surtout maintenant diagnostiquer et aller Non, mais là- plus avant. Là, et vous avez fait aucune. Enfin, si vous avez dit, vous avez fait plusieurs tentatives avec Oui. quoi, de la substitution, avec des patchs, des gommes, etc. Alors, les patchs, les gommes, La cigarette l'hypnose, électronique l'acupuncture. J'ai fait un plan de 5 jours avec la sécurité sociale il y a très longtemps. qui La m'a cigarette fonctionné. électronique. Quoi d'autre? Le Ziban, j'ai essayé le Ziban également. Ouais. Alors, vous savez, on va appeler Brigitte Millot. Vous savez que Brigitte Millot, c'est la médecin de CNews. Elle est spécialisée là-dedans. Hein. Si vous y allez, vous allez réussir. On peut, il faudrait être suivi par un addictologue en fait pour que vous ayez un programme de soins long et essayer déjà de partir sur une réduction de consommation, quoi. Parce que 50 cigarettes J'en par suis jour, conscient, après j'en suis 40 ans. conscient. Pardon? Bah déjà, je suis conscient de tout ça. Je suis Ouais, conscient. vous êtes conscient, mais donc peut-être vous faire aider par un spécialiste là dans un Il faut programme de encore avoir soins. le temps. Je passe ma vie sur les routes et j'ai pas forcément le temps de. Vous êtes consacrer à ça. commercial?
Je suis technico-commercial, oui, Et donc vous fumez dans la voiture? tout le temps. Bon, et vous avez des enfants? J'ai des enfants. Et combien d'enfants avez-vous? J'en ai 2. Une grande qui vole de ses propres ailes. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer? C'est la vraie question. Oui, évidemment, parce que le mal-être, il est là au quotidien. Mais c'est quoi votre en tant que mal-être? gros fumeur, le mal-être, c'est au réveil. La première chose que je fais, c'est m'allumer une cigarette. Vous La fumez dernière quoi, chose que je 3-4 fais en fin de cigarettes au journée, réveil, c'est non? allumer une cigarette. Entre les deux, je fume, je suis pas bien. Il n'y a plus de plaisir, quoi, à fumer. Aucun plaisir. Mais il faut que vous ayez un programme de soins avec un médecin, en fait. Parce que tout seul, comme ça, c'est compliqué. Bon, vous avez eu plein de tentatives, mais des tentatives qui peuvent se réaxer. Mais c'est vrai qu'on peut penser aussi à des traitements médicamenteux optimum, c'est-à-dire faire des combinaisons de plusieurs choses, et notamment utiliser aussi la vape, qui peut aussi aider. J'ai essayé, mais... Oui, mais vous avez essayé de manière... Je pense que vous avez essayé de manière isolée, sans aide derrière, parce qu'il faut à côté aussi faire un peu de thérapie comportementale, de l'activité physique, un programme un peu nutritionnel. Enfin, et il faut entrer dans un élément de « Ok, j'ai envie de le faire pour de vrai et pour moi ». Et aussi, il faut que vous ayez un bilan de santé, j'espère que vous l'avez eu, physique complet, parce que 40 ans de consommation, bon, il faut faire un point en tout cas. Je sens dans votre voix une forme de nervosité. J'imagine qui va mal d'ailleurs peut-être avec le métier de commercial que vous faites, parce que commercial, on est plutôt ouvert, on est plutôt à l'aise, on est plutôt... je suis très à l'aise avec la clientèle. Oui, ça m'étonne pas. C'est pas le problème. La nervosité, je l'ai constamment, mais je sais la contrôler quand c'est nécessaire. Mais dans le débit de votre voix, on peut deviner une forme de nervosité qui se met en place. Donc comme non, pour moi, c'est un état normal. Mais est-ce que, par exemple, cette cigarette, elle joue le rôle de calmant pour vous? Parfois. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une évaluation médicale. Je vous laisse parler. C'est pour ça que je dis qu'il faut une évaluation médicale, parce qu'il y a l'addiction en tant que telle, voilà, la substance, avec la conscience du problème et tout, mais en dessous, il doit y avoir d'autres choses. Et notamment, ce que vous soulignez, Pascal, peut-être des éléments d'anxiété, il y a peut-être des éléments de dépression. Enfin, il faut évaluer, c'est difficile à dire comme ça en interview téléphonique. Mais il y a un point global à faire et à faire un programme de soins qui est ciblé. Bon, merci et bon courage, surtout Vincent. Alors, merci à vous, Pascal. Parmi les autres addictions, moi, je voudrais qu'on parle du sucre. Ouais. À partir de quel moment on sait que nous sommes addicts au sucre? Déjà, j'ai défini des critères pour toutes les addictions. C'est un moyen mnémotechnique simple. 5 C pendant 12 mois. 5 C. Premier C, perte de contrôle du comportement. Deuxième C, usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Troisième C, craving, mot anglais, qui veut dire une envie irrépressible de consommer. Quatrième C, une consommation continue. Alors c'est vrai qu'on peut consommer de manière continue du sucre, mais isolément, ça n'a aucun sens. Et le dernier C, les conséquences sur notre vie. Physique, psychique, sociale, environnementale, etc. Quand vous avez ces 5 C pendant un an, vous êtes addict. D'accord ? Et peu importe la substance, peu importe le produit, peu importe le comportement. Donc si vous avez ces 5 C avec le sucre, vous êtes addict. Si vous avez des symptômes de manque, en plus, si vous avez envie d'augmenter vos consommations de sucre pour retrouver les effets des premières fois, ou utiliser le sucre à viser contre l'angoisse, contre la tristesse, etc., mais de manière répétée, c'est des éléments supplémentaires qui disent on est addict. Un adulte ne devrait pas consommer plus de 30 grammes de sucre libre par jour, écrivez-vous. Alors, c'est quoi le sucre libre? C'est l'unité de sucre standard dans les aliments, c'est l'unité standard. Bon. Les récompenses ressenties par le cerveau après une consommation de sucre sont encore plus gratifiantes que les effets de la cocaïne. Ouais, il y a eu une belle étude sur ça chez des rats, des souris. Dans Connecticut, je crois. Ouais, c'est une étude, je ne sais plus dans quelle, mais une belle étude où on mettait des souris de laboratoire, enfin des rats de laboratoire, on leur proposait de la cocaïne, on leur proposait du sucre. Au début, ils prenaient la cocaïne, ils découvrent le sucre, ils lâchent la cocaïne. Bon. Et alors, quelqu'un qui est très addict au sucre, qu'est-ce que vous lui dites? Quel conseil? D'abord, on fait le diagnostic. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à côté? On fait le diagnostic des autres problèmes à côté. Dépression, anxiété, le sommeil, etc. etc. On fait aussi le bilan des conséquences physiques de cette consommation de sucre. Et après, on met en place un programme de soins. Alors, on ne va pas être abstinent en sucre. On ne va pas dire le sucre, c'est fini, parce que c'est une hérésie totale. Ça fait partie du plaisir, de la vie, des kiffs qu'on a. Mais on va faire un programme de réduction de la consommation de sucre, accompagné d'un petit programme nutritionnel souple, pas des régimes restrictifs, pas des jeûnes intermittents et tous ces trucs aberrants. Et on va aussi faire
un programme de psychothérapie. On va renforcer l'estime de soi, on va renforcer son affirmation, vous voyez, c'est du comportemental. Hein. Oui, et après, on peut aller explorer les racines du fond. Oui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ça sont des conséquences. Bien sûr. Les addictions sont L'addiction, c'est comme une branche d'un arbre, Pascal. Oui. C'est la branche de l'arbre que vous voyez dans la rue. Mais vous savez bien que l'arbre, il a des tonnes de racines. Bien sûr. Donc il faut aller explorer ces racines. Le café, peut-être, on peut, parmi les addictions qui sont sans doute les plus fréquentes, j'imagine, le café. On est plutôt dans l'usage excessif de caféine. Ouais. La caféine, il y en a un peu partout. Et je fais un gros warning, surtout pour les plus jeunes, les boissons énergisantes. Ah bon? N'est-ce pas? Les boissons énergisantes. N'est-ce pas? Un peu trop même. Bon, pas de boissons énergisantes. Et puis il y a autre chose que peut-être qui vous concerne. Allez, ça arrive. C'est l'érotomanie, disons-le. Alors l'érotomane est persuadé que c'est l'autre qui l'aime et que c'est secret. J'adore cette définition. Il est persuadé que c'est l'autre, le premier, qui a fait des avances. C'est vrai, on rencontre. Moi, honnêtement, je ne crois pas avoir rencontré des gens comme ça. Vous savez pas? Des gens qui. Il y a peut-être des gens qui disent tout le monde m'aime. Non, l'érotomanie, l'érotomanie, ça fait partie du chapitre, puisque c'est pas un livre sur les addictions, c'est un livre sur notre comportement de base qui peuvent basculer. Et c'est dans le chapitre amour et sexualité. Oui. L'érotomane, il a la conviction délirante d'être aimé par l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, Pascal, vous avez bougé vos mains comme ça. Moi, si j'étais érotomane, je me dis, ah ouais, il est fou de moi. Mais c'est un peu vrai. Ouais. Bon, mais alors, un érotomane, alors. Donc l'érotomane est persuadé d'être l'objet d'une bienveillance amoureuse. La maladie touche 15 personnes sur 100 000. C'est petit, mais c'est beaucoup quand on est atteint. C'est pour ça que moi, je ne crois pas avoir rencontré des érotomanes. Quand on est touché, c'est quand même problématique. Oui. J'ai pas rencontré des gens qui pensent que tout le monde l'aime. Moi, j'en ai rencontré dans mon que j'ai soigné. Ouais. Mais alors, vous arrivez à les soigner? On stabilise le problème parce que c'est un état délirant chronique. Puisqu'il y a ce côté délirant autour de l'amour. Et moi, je l'ai soigné pour cette personne pour un problème lié à la cocaïne. Elle avait pris de la cocaïne, donc c'était une addiction à la cocaïne avec une érotomanie sur c'est souvent l'histoire, on rencontre quelqu'un au cours d'une réunion, et bim, ça bascule. Et elle était dans une phase, il y a 3 phases dans l'érotomanie: l'espoir, où on attend l'amoureux; le dépit, où on est complètement déprimé; et la rancune, là où on peut être dangereux et passer à l'acte. Elle était dans une phase de dépit, déprimée, donc je l'ai soignée. Bon, l'addict au sexe, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens ou non, du sexe à en perdre la raison, notamment avec la masturbation compulsive, des activités sexuelles en ligne compulsives. J'ai eu des patients qui pouvaient se masturber pendant 75 à 108 heures d'affilée. Ouais. Et il n'y a plus de plaisir, vous avez bien vu, on n'est plus dans le plaisir sexuel. Quelqu'un qui se masturbe pendant 75 heures d'affilée. Il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas de plaisir, il n'y a aucun plaisir, il n'y a aucun orgasme. C'est compulsif. C'est compulsif, donc c'est une addiction. On souffre, on se masturbe avec des lésions dermatologiques au pénis, etc. Il y a aussi le cas pour les femmes, il n'y a pas que les hommes touchés. Bon, mais par exemple, quelqu'un qui est addict au sexe, sans passer par la masturbation. Souvent elle est présente. Elle est souvent présente avec beaucoup de virtuel, et aussi ça peut être aussi du réel. À chaque fois, lorsque vous avez expertisé, vous êtes tombé sur quoi? Sur une enfance, sur une adolescence, sur quelles raisons, si on admet que ce n'était qu'une conséquence, cette addiction? Il y a plein de choses, et notamment une vie sexuelle un peu compliquée. Il y a aussi, on recherche aussi toutes les notions d'abus sexuels dans l'enfance, et des expositions précoces à des supports sexuels, une exposition précoce à de la pornographie, ça peut être délétère. Et surtout maintenant en ligne, il faut faire très attention à ce que vos enfants regardent. Écoutez, c'est formidable. Merci Pascal. Non, mais on pourrait rester des heures, professeur Laurent Carilla, parce qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus. Vous connaissez. Bien, mais parce que vous parlez. D'abord, ça nous concerne potentiellement tous. Vous connaissez Céline Géraud. Céline, est-ce que vous avez Pascal, un tempérament à l'addiction? Non. Non. Sport, peut-être un peu, voilà. Parce que vous avez été sportif de haut niveau. Ça s'appelle la bigorexie d'ailleurs, vous savez, quand on est complètement addict au sport. La bigorexie, je pensais que la bigorexie, c'est on sculpte son corps avec le sport de manière pathologique. Voilà. Et on ne peut pas s'empêcher de faire du sport. Donc c'est une addiction aussi. Alors, je ne suis pas bigorexique, mais je pourrais le devenir. Donc faites attention à vous alors. Ah oui, non mais maintenant que vous Fabrice me dites... n'est pas bigorexique du tout. Non, bien au contraire. Je m'en préserve. Bien loin. Sculpté, voilà. Non, vous n'avez pas...